Une fois l'Empire établi, il poursuivit activement et habilement une politique pacifique dans les affaires étrangères, réussissant à préserver la paix en Europe pendant environ 2 décennies. Mais dans les politiques intérieures, son patrimoine était moins bénin, car il n'a pas réussi à s'élever au-dessus des penchants autoritaires de la seigneurie terrienne dans laquelle il est né. Bismarck est né à Schönhausen, dans le royaume de Prusse. Son père, Ferdinand von Bismarck-Schönhausen, était un écuyer de Junker issu d'une famille souabe qui s'était finalement installée en tant que propriétaire foncier en Poméranie. Ferdinand était un membre typique de l'élite des propriétaires terriens prussiens. La situation économique de la famille était modeste, les compétences agricoles de Ferdinand étant peut-être inférieures à la moyenne, et Bismarck ne devait connaître la véritable richesse que lorsque les récompenses affluaient après la réalisation de l'unification allemande. Sa mère, Wilhelmine Manquant, était issue d'une famille bourgeoise instruite qui avait produit un certain nombre de hauts fonctionnaires et d'universitaires. Elle avait été mariée à Ferdinand von Bismarck à 16 ans et trouvait la vie provinciale confinante. Lorsque son fils Otto avait 7 ans, elle l'a inscrit à l'Institut progressiste Plaman de Berlin et a déménagé dans la capitale pour être près de lui. Le jeune Bismarck n'aimait pas échanger une vie facile à la campagne contre une vie plus circonscrite dans une grande ville, où à l'école il était opposé aux fils des familles les mieux éduquées de Berlin. Il a passé 5 ans à l'école et est allé au gymnase Frédéric William pendant 3 ans. Il passe son examen d'entrée à l'université en 1832. Avec les encouragements de sa mère, il entreprend des études de droit à l'université de Göttingen dans le royaume de Hanovre. De toute évidence, Bismarck était un étudiant médiocre qui passait une grande partie de son temps à boire avec ses camarades d'une fraternité aristocratique. Après un bref passage à l'université de Berlin, il entre dans la fonction publique prussienne, où il est en proie à l'ennui et à une incapacité à adhérer aux principes hiérarchiques de la bureaucratie. La mort de sa mère en 1839 lui donne l'occasion de démissionner pour venir en aide à son père qui éprouve des difficultés financières dans la gestion de sa succession. De 1839 à 1847, Bismarck mena la vie ordinaire d'un hobro-prussien. Par la suite, il a romancé ses années sur le terrain et s'est demandé pourquoi il avait abandonné une existence idyllique pour les insécurités d'une vie politique. Cette nostalgie fréquemment exprimée était peut-être plus une apparence qu'une réalité. Au cours de cette période, il rencontra et épousa Johanna von Puttkamer, la fille d'une famille aristocratique conservatrice célèbre pour son piétisme dévot. En courtisant Johanna, Bismarck a connu une conversion religieuse qui devait lui donner force intérieure et sécurité. Un critique ultérieur devait remarquer que Bismarck croyait en un Dieu qui était invariablement d'accord avec lui sur toutes les questions. Il ne fait aucun doute que le mariage était très heureux. En fait, les dernières paroles de Bismarck avant de mourir en 1898 exprimaient le souhait qu'il reverrait Johanna, décédée quelques années plus tôt. Sa politique des années 1840 ne s'écartait pas sensiblement de celle d'un hobro de campagne typique. Au contraire, sa politique était plus conservatrice. Il croyait en un État chrétien qui recevait finalement sa sanction de la divinité. L'ordre social et politique existant devait être défendu afin d'empêcher une transformation hobbesienne chaos de tous contre tous. Compte tenu de ses opinions, Bismarck a été accueilli comme membre du cercle conservateur religieux autour des frères von Gerlach, qui étaient de fervents défenseurs de la noblesse contre les empiétements de la centralisation bureaucratique. Bismarck n'avait que du sarcasme pour les libéraux aristocratiques qui considéraient l'Angleterre comme un modèle pour la Prusse. En 1847, il assiste à la Diète unie prussienne, où ses discours contre l'émancipation juive et le libéralisme contemporain lui valent la réputation d'un conservateur de l'arrière-pays, déconnecté des forces dynamiques de son époque. La réponse de Bismarck à la révolution libérale qui a balayé l'Europe en 1848 a confirmé son image de réactionnaire. Il s'est opposé à toute concession aux libéraux et a exprimé son mépris pour la volonté du roi de négocier avec les révolutionnaires. Il envisagea même de faire marcher ses paysans vers Berlin pour libérer Frédéric Guillaume IV de l'influence néfaste des rebelles.
Avec d'autres archiconservateurs, dont Ernst Ludwig von Gerlach, il commença à contribuer au journal Kreuzzeitung, 1848, en tant qu'organe du sentiment anti-révolutionnaire. Pour le futur rôle de Bismarck, il est important de comprendre son analyse de la Révolution. Il a identifié les forces du changement comme confinées uniquement à la classe moyenne éduquée et possédante. La grande majorité des Prussiens, cependant, étaient des paysans et des artisans qui, selon Bismarck, étaient des monarchistes fidèles. La tâche des forces de l'ordre était de confirmer la loyauté de ces deux groupes au moyen de concessions matérielles. Les politiques économiques des radicaux de la classe moyenne urbaine étaient enracinées dans le pur intérêt personnel, a-t-il soutenu. Les radicaux stimuleraient la croissance industrielle aux dépens de la classe moyenne inférieure et de la population agricole. En fin de compte, même la classe moyenne elle-même pourrait être conquise par des concessions tactiques et des succès en politique étrangère. Cette pensée stratégique et opportuniste a éloigné Bismarck des conservateurs idéologiques, attachés aux conceptions traditionnelles de l'autorité. Sa vision d'un État manipulateur qui a maintenu son pouvoir en récompensant les groupes obéissants est restée avec lui tout au long de sa carrière politique. En 1849, il est élu à la Chambre des députés de Prusse et s'installe avec sa famille à Berlin. À ce stade, il était loin d'être un nationaliste allemand. Il a dit à l'un de ses collègues conservateurs : « Nous sommes des Prussiens, et des Prussiens nous resterons. Nous ne souhaitons pas voir le royaume de Prusse anéanti dans le breuvage putride de la sentimentalité douillette du sud de l'Allemagne. » En 1851, Frédéric Guillaume IV nomma Bismarck comme représentant prussien à la Diète fédérale de Francfort, une claire récompense pour sa loyauté envers la monarchie. Avec la défaite de la Révolution en Europe centrale, l'Autriche avait réaffirmé sa suprématie dans la Confédération allemande, et Bismarck, étant un archiconservateur, était supposé soutenir le statu quo, qui comprenait l'hégémonie autrichienne. Il a vécu 8 ans à Francfort, où il a connu un environnement commercial et culturel bien différent de celui d'un domaine prussien. C'est à Francfort que Bismarck a commencé à réévaluer sa vision du nationalisme allemand et des objectifs de la politique étrangère prussienne. Non seulement trouvait-il dégradant la déférence constante envers les Autrichiens à Francfort, mais il se rendait également compte que le statu quo signifiait l'acceptation de la Prusse en tant que puissance de second ordre en Europe centrale. En 1854, il s'opposa à une coopération étroite avec l'Autriche, arguant qu'elle impliquait de lier notre épicéa et sa frégate navigable aux vieux navires de guerre Verme d'Autriche. Peu à peu, il a commencé à envisager les options qui feraient de la Prusse la puissance incontestée en Allemagne. Une vision d'une Europe du Nord dominée par la Prusse et d'une redirection de la puissance autrichienne vers les régions slaves du Sud a pris forme dans son esprit. Le cas échéant, une guerre avec l'Autriche pour détruire son hégémonie n'était pas à exclure. La mise en œuvre d'une telle politique serait tout sauf conservatrice car elle entraînerait des changements radicaux dans la carte de l'Europe telle qu'elle avait été dessinée par les puissances conservatrices à Vienne, en Autriche, en 1815. En 1859, Bismarck fut envoyé en Russie comme ambassadeur de Prusse, et peu de temps après, il s'installa à Paris comme ambassadeur à la cour de Napoléon III. Ainsi, il avait 11 ans d'expérience dans les affaires étrangères avant de devenir Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Prusse en septembre 1862. La politique étrangère française, russe et autrichienne. Ironiquement, Bismarck a été rappelé par l'empereur Guillaume Ier aux rênes du pouvoir à un moment critique du développement interne de la Prusse. Pendant plus de 2 ans, William avait été enfermé dans une bataille avec la Chambre des députés sur la réforme militaire. Ayant été dans l'armée une grande partie de sa vie d'adulte, il considérait qu'il était entièrement de sa prérogative d'augmenter la taille de l'armée et les années de service. Lorsque la majorité libérale n'a pas approuvé les recettes de ces réformes, William a refusé de négocier ou de faire des compromis avec les politiciens libéraux sur la question fondamentale de la souveraineté. Il a prorogé le Parlement à 2 reprises, et à chaque fois la majorité libérale a augmenté.
La nomination de Bismarck était le dernier effort désespéré du monarque pour éviter la souveraineté parlementaire sur l'armée. La Chambre des députés l'a interprété comme un acte de défi, un coup de gant. Mais le Bismarck qui revint à Berlin depuis Paris n'était pas le conservateur de l'arrière-pays de 1848. Ayant vécu à Francfort et à Paris, il en est venu à apprécier l'importance croissante de la classe moyenne possédante et éduquée. Et en France, il avait connu le régime bonapartiste de Napoléon III, qui s'appuyait sur la combinaison de succès en politique étrangère et de plébiscites intérieurs pour consolider le régime autoritaire de l'empereur. Bismarck avait tellement changé qu'il revint en fait avec l'idée de rechercher un compromis sur la question militaire. Mais Guillaume Ier a rejeté une proposition censée offerte par Bismarck, ne lui laissant d'autre alternative qu'une politique de confrontation. Bismarck a alors annoncé qu'il y avait un « vide » dans la Constitution. Si le roi et les membres de la Chambre haute et de la Chambre des députés, responsables ensemble du budget, ne parvenaient pas à s'entendre, le gouvernement provisoire devait s'en passer. Les impôts devaient être perçus sur la base de l'ancien budget car les fonctionnaires devaient être payés et le gouvernement devait continuer à fonctionner. Cette tactique, appliquée de 1863 à 1866, lui permit de mettre en œuvre les réformes militaires sans l'aval du Parlement. Bismarck apparaissait en effet comme l'aristocrate réactionnaire et conflictuel en décalage avec son temps. Mais il y avait des indices que c'était plus une apparence qu'une réalité. Bismarck a déclaré que « la Prusse doit rassembler et conserver ses forces pour le bon moment, qui a déjà été manqué plusieurs fois, les frontières de la Prusse telles qu'elles sont fixées par les traités de Vienne ne sont pas propices à une vie nationale saine. Ce n'est pas par des discours et des résolutions majoritaires que les grandes questions du jour seront décidées, ce fut la grande erreur de 1848 et 1849, mais par le sang et le fer. » Il donnait à l'opposition la preuve qu'il avait l'intention d'utiliser la puissance militaire de la Prusse non pas pour la répression interne mais pour l'objectif libéral de réaliser l'unification nationale. L'opposition libérale, cependant, a choisi d'ignorer ces allusions. Le 22 mai 1863, par un vote de 239 voix contre 61, elle a informé Guillaume Ier qu'elle ne traiterait plus avec son Premier ministre. Après 8 mois au pouvoir, Bismarck n'avait pas réussi à parvenir à un accord avec l'opposition parlementaire. Bismarck s'est alors tourné vers la politique étrangère dans l'espoir que le succès sur ce front affaiblirait le désir manifeste de réforme politique de l'électorat. Des troubles couvaient depuis 1848 entre les Danois et la population allemande des duchés de Schleswig et Holstein. Lorsque le roi danois a agi imprudemment, Bismarck s'est assuré que ce sont la Prusse et l'Autriche plutôt que la Confédération allemande qui représentaient les intérêts allemands. Les dirigeants libéraux comme Rudolf Virchow considéraient toujours Bismarck comme un réactionnaire impénitent qui n'était plus l'homme qui nous rejoignait avec le sentiment qu'il allait accomplir quelque chose avec une politique étrangère énergique. Une guerre rapide et réussie contre le Danemark a laissé le sort du Schleswig et du Holstein à Bismarck et aux Autrichiens. Après bien des marchandages, la Convention de Gastein est signée le 20 août 1865, il prévoyait que le Schleswig serait administré par la Prusse et le Holstein par l'Autriche. Les libéraux sont restés insatisfaits des prouesses militaires prussiennes et ont de nouveau rejeté le projet de loi sur l'armée en janvier 1865. En 1866, Bismarck continua néanmoins ses efforts pour détourner l'intérêt libéral du conflit budgétaire et vers le succès des armes prussiennes. Il a dit à plusieurs reprises aux Autrichiens que leur avenir était dans le Sud et qu'ils seraient sages de céder leur domination en Allemagne. Mais dans les deux cas, ces paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Bismarck avait clairement décidé de jouer la carte nationale allemande pour parvenir à une Allemagne dominée par la Prusse. Après s'être assuré que la Russie n'interviendrait pas et après avoir conclu une alliance avec l'Italie, il entreprit de nourrir le conflit avec les Autrichiens. Il a attisé le nationalisme hongrois contre l'Autriche, une politique qui a montré comment des moyens radicaux pouvaient être utilisés au service de ses propres fins conservatrices. Le 9 juin 1866, les troupes prussiennes envahissent le Holstein et quelques jours plus tard, l'Autriche, soutenue par les petits États de Saxe, de Hesse-Cassel et de Hanovre, entre en guerre.
En l'espace de 6 semaines, la Prusse avait infligé une défaite majeure aux Autrichiens à Königgrätz. Bismarck conseilla alors la modération pour ne pas humilier l'Autriche. Contre un roi et des généraux qui voulaient marcher sur Vienne, il a exhorté à une cessation rapide des hostilités, reconnaissant que d'autres puissances pourraient intervenir si la guerre se poursuivait. L'Europe est stupéfaite, en quelques semaines la Prusse a transformé la répartition du pouvoir en Europe centrale. L'Autriche, grande puissance allemande pendant des siècles, est désormais reléguée au second plan. Bismarck fait maintenant preuve à la fois de cruauté et de modération. La paix de Nikolsbourg n'exigeait presque rien de l'Autriche. Mais Hanovre, Hesse-Cassel, Nassau et Francfort, qui avaient tous combattu contre la Prusse, furent annexés, sous le choc des conservateurs. Le roi de Hanovre a été démis de ses fonctions, tout comme la maison dirigeante de Hesse. Alors que les conservateurs étaient consternés par la guerre civile allemande entre les deux puissances qui s'étaient opposées à la Révolution, la classe moyenne libérale afflua pour soutenir Bismarck. Leur objectif d'unification allemande semblait proche. Bismarck, d'ailleurs, présente maintenant ses excuses pour son autoritaire sur la question du budget militaire et offre un rameau d'olivier de la paix aux libéraux. Le parti divisé sur l'offre de Bismarck. Il avait atteint l'un de ses principaux objectifs, gagner une grande partie de la classe moyenne pour voir la monarchie prussienne comme son allié. La Confédération de l'Allemagne du Nord a été créée en 1867 avec la Prusse comme matrice. Sa constitution, en surface, paraissait progressive. Pour commencer, il a établi le suffrage universel masculin avec un scrutin secret. Mais c'était le résultat de la conviction de Bismarck que la grande majorité des Prussiens, s'ils étaient émancipés, voteraient conservateurs. De ce point de vue, un scrutin restreint a aidé les libéraux. De plus, alors qu'en théorie la Chambre basse apparaissait comme un important réservoir de pouvoir compte tenu de sa capacité à rejeter n'importe quel projet de loi, en pratique ses pouvoirs étaient circonscrits au domaine de la politique militaire et étrangère. Les ministres étaient choisis par l'empereur et responsables devant lui et non devant la législature. Néanmoins, la Constitution a fourni une base pour l'évolution dans une direction démocratique. Bien que Bismarck ait exprimé des doutes quant à savoir si l'unification se produirait de son vivant, il a en fait entrepris de lier les États du Sud au Nord presque immédiatement. Un parlement des douanes entièrement allemand a été proposé, une formation militaire conjointe a été négociée et un plan a été avancé qui impliquait que les États du Sud reconnaissent Guillaume comme empereur allemand. Tous ces efforts ont échoué à cause de l'opposition populaire dans le Sud. Bismarck chercha alors à propulser l'histoire un peu plus vite en recherchant le conflit avec la France. S'il ne pouvait pas faire du Sud une nation allemande unie par la raison, il s'appuierait sur les passions suscitées par la guerre. Toujours maître tacticien, il a travaillé dans les coulisses pour s'assurer que ni la Russie ni l'Autriche n'interviendraient dans une telle guerre. Il n'a pas non plus eu à travailler dur pour produire un conflit, car l'empereur français, Napoléon III, s'est indigné de l'émergence soudaine de la Prusse, d'autant plus qu'il n'a pas reçu la compensation qu'il réclamait, l'annexion du Luxembourg. Lorsqu'en 1869 le trône d'Espagne est offert au cousin du roi, le prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, Napoléon III y voit un effort pour encercler la France. Il envoya 2 fois son ambassadeur, Vincent Benedetti, auprès du roi de Prusse à Bad Ems, une fois pour exiger le retrait de l'acceptation de l'offre et une seconde fois pour exiger qu'en aucun cas un membre de la famille Hohenzollern n'accepte le trône d'Espagne en avenir. Le roi a poliment refusé la deuxième demande. Bismarck a reçu un télégramme de Bad Ems donnant un compte-rendu détaillé de l'entretien entre Guillaume Ier et l'ambassadeur de France, qu'il a ensuite édité et abrégé pour la presse de telle manière que les Français semblaient chercher une humiliation du monarque prussien, et le rejet par le monarque des demandes de Napoléon semblait d'une brutalité insultante aux Français. Les Français ont répondu en déclarant la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. Lorsque les Français ont été vaincus de manière décisive à Sedan en septembre, il semblait que Bismarck serait en mesure de remporter une 3e victoire rapide en 7 ans. Mais la guérilla éclate et Paris résiste malgré la capture de l'empereur.
Bismarck, cependant, attisa les passions anti-françaises à un tel paroxysme qu'en janvier 1871, les 4 États du Sud rejoignirent la Confédération de l'Allemagne du Nord pour créer l'Empire allemand. La moindre solution allemande, avec 7 millions d'Autrichiens germanophones exclus, était le résultat des 3 guerres de Bismarck. Il a été comblé d'honneur et salué comme un héros national. Il est important de noter que l'Allemagne, la création de Bismarck n'était pas le résultat de forts courants populaires de sentiments nationalistes, mais de la diplomatie de cabinet et de la guerre. Toutes les régions germanophones d'Europe n'étaient pas incluses, mais seulement autant que la Prusse pouvait s'unir tout en conservant l'hégémonie. La nouvelle constitution était une révision de la constitution prussienne de 1867, il comprenait le poste de chancelier, conçu spécialement pour Bismarck. Bismarck est également resté Premier ministre de Prusse jusqu'en 1890, à l'exception d'une brève période en 1872 à 1873. Le traité de paix avec la France était dur. L'Alsace et une partie de la Lorraine, 2 provinces françaises à forte population germanophone, sont annexées. En outre, une indemnité de 5 milliards de francs a été exigée. Alors que l'Autriche et le Danemark ont vite oublié leur défaite, la France non. Indépendamment du fait que Bismarck a annexé les provinces en réponse à l'opinion publique allemande ou pour d'autres raisons, l'hostilité française devait hanter l'Empire allemand jusqu'à ce que les provinces soient rendues à la France en 1918. Jusqu'à sa démission en 1890, Bismarck avait les mains relativement libres dans la conduite de la politique étrangère. Après 3 guerres victorieuses, il considérait sa tâche comme la promotion de la paix et le gain de temps pour que le puissant empire allemand en vienne à être accepté comme naturel. Les 2 zones de préoccupation de Bismarck étaient les Balkans, où la désintégration de l'Empire turc pouvait facilement conduire à un conflit entre la monarchie des Habsbourg et la Russie, et la France, où le désir de venger la défaite de Sedan était fort. Dans chaque région, une conflagration européenne générale pourrait éclater et impliquer l'Allemagne. En 1873, il embrassa une politique étrangère pacifique lorsqu'il négocia le Drake-Ezerbain avec la Russie et l'Autriche-Hongrie. Mais l'alliance n'a pas survécu à la guerre russo-turque de 1877. Lorsque les Autrichiens et les Britanniques ont menacé de guerre pour une paix carthaginoise imposée à la Turquie par les vainqueurs russes, Bismarck appela à un congrès de paix à Berlin. Le chancelier allemand réussit à amener les Russes à modérer leurs gains et la paix fut préservée. Mais une conflagration européenne avait été évitée de justesse. Peu de temps après la conférence, Bismarck a négocié une alliance défensive avec l'Autriche-Hongrie, qui est restée en vigueur pendant la Première Guerre mondiale. Bien qu'au milieu des années 1860, il ait rejeté une telle alliance comme nuisible, il la considérait maintenant comme avantageuse. Parce qu'il craignait que la dissolution de la monarchie des Habsbourg ne conduise à l'expansion russe en Europe centrale, il a cherché l'alliance pour gagner du poids à Vienne. Il l'a utilisée avec constance pour empêcher une guerre dans les Balkans. De plus, il ne voulait pas que 7 millions de catholiques austro-allemands demandent à être admis dans l'Empire. Ayant un allié solide, Bismarck a démontré sa virtuosité en négociant un Drake-Ezerbain ressuscité en 1881. Il avait maintenant de l'influence à Saint-Pétersbourg ainsi qu'à Vienne pour empêcher une guerre des Balkans. En 1882, l'Italie, craignant l'hostilité française, a rejoint la double alliance, ce qui en fait la triple alliance. En surface, Bismarck avait triomphé. La France n'avait pas d'allié pour une guerre de revanche, pour le moment, une guerre balkanique semblait peu probable. Mais le caractère éphémère de toutes ces alliances est vite apparu. Une crise en Bulgarie a enflammé les relations russo-autrichiennes, conduisant à l'éclatement de la Ligue relancée. Une fois de plus, une guerre a été évitée avec l'intervention de Bismarck, mais ses efforts n'ont pas pu reconstituer la Ligue. Il a ensuite négocié un traité secret séparé avec la Russie, tout en maintenant l'accord de 1879 avec l'Autriche-Hongrie. Entre 1870 et 1890, Bismarck a gagné le respect des dirigeants européens pour ses efforts sérieux en faveur de la paix. Hormis quelques acquisitions coloniales au milieu des années 1880, l'Allemagne avait agi comme une puissance rassasiée.
Toutes les compétences tactiques considérables de Bismarck avaient réussi à créer un puissant empire allemand au cours de sa première décennie au pouvoir. Pendant les 2 décennies suivantes, ces mêmes compétences ont maintenu la paix. De la défaite de l'Autriche en 1866 jusqu'en 1878, Bismarck était principalement allié aux nationaux libéraux. Ensemble, ils ont créé un code civil et pénal pour le nouvel empire et ont accompli l'adoption par l'Allemagne de l'étalon or et l'évolution vers le libre-échange. Tout comme ils avaient auparavant considéré Bismarck comme un archi-conservateur, les libéraux le considéraient désormais comme un camarade, un homme qui avait rejeté ses racines conservatrices. De nombreux dirigeants conservateurs étaient d'accord avec cette évaluation. Bismarck avait encaissé des rois, était parti en guerre contre des régimes conservateurs et avait adopté des politiques favorisant une industrialisation rapide. Leurs craintes furent encore renforcées lorsqu'il rejoignit les libéraux dans une campagne contre le catholicisme politique en 1873. Bismarck n'avait pas compté sur l'émergence de nouveaux partis comme le Centre catholique ou le Parti social-démocrate, qui commencèrent tous deux à participer aux élections impériales et prussiennes au début des années 1870. Avec le Parti progressiste libéral de gauche, il les a tous qualifiés d'ennemis de l'Empire. Chacun à sa manière rejetait sa vision d'une Allemagne unie. Les progressistes trouvaient l'Empire trop conservateur et son élite essentiellement féodale, les socialistes ont mis en doute son caractère capitaliste, et pour le centre l'Empire était protestant et trop centralisé. Le but de Bismarck était clairement de détruire le parti du centre catholique. Lui et les libéraux craignaient l'attrait d'un parti clérical pour le tiers des Allemands qui professaient le catholicisme romain. En Prusse, le ministre du culte et de l'éducation publique, Adalbert Folck, avec la bénédiction de Bismarck, présente une série de projets de loi établissant le mariage civil, limitant les mouvements du clergé et dissolvant les ordres religieux. Toutes les nominations à l'Église devaient être approuvées par l'État. Les fonctionnaires cléricaux sont purgés de l'administration prussienne. Des centaines de paroisses et plusieurs évêchés se sont retrouvés sans titulaire. Le Kulturkampf n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, au contraire, a convaincu la minorité catholique que sa peur de la persécution était réelle. Bismarck a progressivement cédé dans sa campagne, surtout après la mort du pape Militant Pie, en 1878. Mais il n'a jamais fléchi dans sa haine pour le chef du centre, Ludwig Windthorst, un Hanovrien qui avait auparavant expérimenté les méthodes de Bismarck lors de l'annexion de son royaume. Les discours de Bismarck ont continué à être barbelés d'anticléricalisme jusqu'à sa chute en 1890. En 1878 à 1879, Bismarck a initié un changement significatif de politique économique, qui a coïncidé avec sa nouvelle alliance avec les partis conservateurs aux dépens des libéraux. Des droits de douane ont été introduits sur le fer ainsi que sur les principales céréales. La nouvelle politique était le résultat de la « Grande Dépression » qui avait balayé l'Europe et les États-Unis au milieu des années 1870. Le changement de Bismarck avait de sérieuses implications politiques, il signifiait son opposition à toute nouvelle évolution dans le sens de la démocratie politique. Les ministres libéraux Folck et Rudolf von Delbrück ont démissionné et Robert von Puttkamer est devenu ministre du culte public et de l'éducation en 1879 et ministre de l'Intérieur en 1881. Les tarifs des céréales ont fourni aux propriétaires fonciers de Junker de Prusse, qui constituaient la principale opposition à la réforme politique, des subventions qui les ont quelque peu isolés du marché mondial. À partir de 1879, l'élite terrienne, les grands industriels, les militaires et les hauts fonctionnaires s'allient pour empêcher l'essor de la social-démocratie. Depuis la Commune de Paris de 1871, Bismarck avait développé une haine sans concession pour les socialistes et les anarchistes. Ses attaques contre eux étaient flagrantes. À un moment donné, il a écrit « Ce sont les rats de ce pays et ils devraient être exterminés ». Une autre fois, il les a appelés une foule d'ennemis déterminés au pillage et au meurtre. Il a ainsi introduit un discours grossier et peu recommandable dans la politique allemande quotidienne qui devait être de longue durée. Bien que seuls 2 socialistes siégeaient au Reichstag en 1871, leur nombre et leur soutien augmentaient à chaque élection,
jusqu'à ce qu'ils aient 35 sièges en 1890. Dès 1876, Bismarck avait demandé une législation pour interdire le parti mais n'avait pas réussi à obtenir la majorité. Après 2 tentatives d'assassinat contre Guillaume Ier, il a prorogé le Parlement et a mené une campagne dans laquelle les socialistes ont été blâmés pour l'échec des efforts visant à tuer l'empereur. Les partis conservateurs triomphent et le Parti social-démocrate est interdit en 1878. L'interdiction est renouvelée jusqu'en 1890. La deuxième partie de la stratégie de Bismarck pour détruire la social-démocratie était l'introduction d'une législation sociale pour éloigner les travailleurs du radicalisme politique. Au cours des années 1880, l'assurance accident et vieillesse ainsi qu'une forme de médecine socialisée ont été introduites et mises en œuvre par le gouvernement. Mais la stratégie à 2 volets de Bismarck pour gagner les travailleurs au régime conservateur n'a pas réussi. Le soutien aux sociodémocrates augmentait à chaque élection. L'élection de 1890 fut un désastre pour Bismarck. Le centre, les sociodémocrates et les progressistes, les partis qu'il avait qualifiés d'ennemis de l'Empire, obtinrent plus de la moitié des sièges dans le nouveau Reichstag. Le nouveau jeune empereur Guillaume II, qui fut empereur et roi de Prusse de 1888 à 1918, ne voulait pas commencer son règne par un bain de sang ou un coup d'État de l'État. Âgé de 75 ans en 1890, Bismarck démissionne avec le sentiment d'avoir échoué. La loi antisocialiste n'a pas été rétablie et le nouveau gouvernement a entrepris de gagner les travailleurs au régime. Bismarck se retira dans son domaine en homme aigri. Le fait qu'il était maintenant un prince et extrêmement riche n'a pas facilité sa retraite. Pendant les 8 années suivantes jusqu'à sa mort en 1898, il publia de vives critiques à l'égard de ses successeurs. Élu au Reichstag, il a choisi de ne pas siéger. Il écrivit ses mémoires, qui devinrent des best-sellers. Dans une certaine mesure, il a orchestré la légende de Bismarck qui devait dominer l'écriture historique allemande pendant le demi-siècle suivant. Bismarck était une figure imposante qui marquait son âge, comme Luther et Metternich l'avaient fait plus tôt. Lorsque Bismarck est devenu Premier ministre de Prusse en 1862, le royaume était universellement considéré comme le plus faible des 5 puissances européennes. Moins de 9 ans plus tard, la Prusse avait remporté 3 guerres et un empire allemand unifié avait émergé au cœur de l'Europe, suscitant envie et peur chez ses rivaux. Lorsque Bismarck quitta ses fonctions en 1890, après 28 ans en tant que Premier ministre de Prusse et 19 en tant que chancelier de l'Empire allemand, la carte de l'Europe avait été profondément modifiée. Le centre européen, caractérisé par un faible conglomérat de petits et moyens États pendant des siècles, abritait désormais la première puissance militaire et industrielle du continent. L'héritage de Bismarck à la génération suivante, cependant, était mitigé. Dans le domaine des affaires étrangères, ses compétences lui avaient valu 20 ans de paix en Europe, ce qui lui avait valu une réputation méritée de modération et le sens des limites. La plus grande réalisation de Bismarck, l'Empire allemand, ne lui a survécu que 20 ans. Bien qu'il ait uni l'Allemagne dans un sens, il n'avait pas réussi à créer un peuple unifié intérieurement. Dans les affaires intérieures, comme dans la politique étrangère, il a cherché à geler le statu quo après 1871. Son empire a été conçu pour être conservateur. Ainsi, il s'opposa au centre catholique dans les années 1870 et aux socialistes dans les années 1880 car tous deux constituaient des menaces imprévues pour sa création autoritaire. Il a également introduit une rhétorique vicieuse dans la politique allemande qui a devancé un sentiment de destin commun. Alors que l'industrie allemande s'est développée rapidement au cours de ces décennies au pouvoir, il n'a permis aucune évolution du système politique vers une plus grande participation. En ce sens, Bismarck était un dernier représentant du monde de l'ancien régime et de la diplomatie de cabinet.